Nous sommes à Genève, dans la plus grande commune viticole de Suisse, Satigny. En son centre se situe un hameau, Pessy, dans lequel nous sommes aujourd'hui, au domaine Grandcourt. Je m'appelle Jean-Pierre Pellegrin, vigneron. J'ai la chance de représenter la 9e génération de vignerons qui se sont succédés au sein de ce vignoble, mais la première qui élabore son propre vin. Nous nous situons donc relativement proche du lac de Genève et avons la chance d'avoir un climat assez particulier qui convient bien d'ailleurs à la vigne, entouré de montagnes qui est le Jura derrière nous et le Salève qui sont un peu les frontières naturelles du canton de Genève. Nous sommes privilégiés par rapport à la pluviométrie mais aussi par rapport au vent. Ça crée finalement une forme de microclimat extrêmement propice à la vigne. Le fait d'avoir aussi des vents qui balayent non seulement le lac, mais également le vignoble, nous permet d'avoir des belles maturités, même jusqu'à relativement tard dans la saison. Donc au niveau des sols, ce qui est intéressant de constater, c'est que d'abord, nous sommes sur un terroir argilo-calcaire. Alors vous me direz que c'est peut-être un petit peu abstrait. Ce qui est intéressant de constater, c'est que l'ancien vignoble était constitué essentiellement de terres relativement arables sur les 15 premiers centimètres, tout à l'est du vignoble. Et plus on se dirige vers le sud, plus la profondeur des terrains est intéressante. Et finalement, on arrive au point où sur le sud-ouest, on a des profondeurs de sol qui peuvent aller jusqu'à 50 voire 80 centimètres. Au-delà, on a la molasse, donc c'est une roche mère qu'on retrouve pratiquement sur tout le bassin lémanique, non seulement à Genève, mais également sur les autres cantons et la zone française qui est autour du lac, qui permet finalement aux racines de relativement bien s'intégrer dans le sol. Lorsqu'il fait chaud, eh bien, on a de l'humidité par capillarisation qui monte à la surface. Et puis lorsque c'est l'inverse, on a des conditions trop humides, eh bien, on a un effet répulsif qui fait que finalement les racines restent au sec. Donc on a cette chance. Alors argilo-calcaire, ça veut dire quoi? Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à proximité du Jura. L'autre côté du Jura, on a la Bourgogne. Somme toute, les terroirs sont proches. L'altitude est différente, j'ai oublié de vous le dire, mais les vignes se situent entre 350 à 500 mètres, là où nous sommes maintenant. Ce qui fait que finalement, il y a 25-30 ans, nous n'avions sur nos terroirs que pratiquement des cépages comme le Chasselas et le Gamay et un peu de Pinot Noir. Aujourd'hui, les choses ont changé pour différentes raisons. Les habitudes, la consommation du consommateur a évolué. Et puis, nous sommes dirigés tout naturellement vers les cépages, je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport au Bourgogne. Donc, on a aussi non seulement du Pinot, mais du Chardonnay. Mais ensuite, on s'est aussi intéressé un peu à ce qui se faisait en Alsace. Le côté Rhin nous interpelle, avec des cépages tels que les Pinots blancs, Pinot Gris, Gewurz, ou même Riesling. Et on a été presque obligé de ça, c'était un petit peu la recherche du vigneron, donc ce qui lui plaît, ce qui l'intéresse. Il faut juste quand même se souvenir que Genève a traversé une période extrêmement compliquée dans les années 80, une période de surchauffe où une surproduction a fait qu'une grande partie du Chasselas a dû être éradiquée au profit d'autres cépages, notamment les cépages bordelais aussi, qu'on connaît bien, donc les Merlots, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, sans oublier bien sûr le Sauvignon blanc, qu'on retrouve bien sûr du côté de la Loire. Mais
encore et aussi les cépages du Rhône tels que le Viognier et la Syrah. Alors vous me direz que ça fait beaucoup, certes, mais Genève est un peu la croisée non seulement des civilisations, et ça c'est extrêmement ancien, mais également des cultures, des langues et des mœurs et coutumes au niveau des habitudes, de ce qu'on aime manger. Et je pense que là, on se devait aussi d'avoir une certaine diversité. Concernant la meilleure compréhension de notre terroir, on a très souvent dit que Genève n'en avait pas. Et j'aurais peut-être dû être archéologue plutôt que vigneron, somme toute, parce que quand j'étais enfant, j'étais passionné par la recherche de ce qui se passait non seulement sous nos pieds, mais également à la résonance des murs et des anciennes pierres, et puis également du bois. Mais tout ça pour vous dire que quand il s'agissait de repositionner des cépages sur nos terroirs, fallait-il encore savoir comment les travailler, et puis aussi tous ces mous, ces jus, une fois fermentés, ou même avant fermentation, dans quel récipient allons-nous choisir, somme toute. C'est pourquoi on s'est dirigé tout naturellement vers les fûts, des pièces bourguignonnes, mais aussi des récipients ovoïdes qui sont élaborés à base de, enfin, pour parler béton naturel, en fait, il s'agit de chaux, de sable et d'argile. Et on a pu constater au fil du temps, grâce à Bisalou-Leroy d'ailleurs, qui, peut-être que vous l'avez vu, j'ai des récipients plus petits qui proviennent de chez elle. Et elle-même s'était aussi posé la question lors de ses recherches biodynamiques, justement, de savoir quel était le meilleur récipient pour que le vin continue à vivre, non seulement durant l'élevage, mais après, ensuite, encore dans les flacons, jusque dans vos verres. Et somme toute, on est arrivé à la conclusion qu'un récipient ovale ou rond pouvait être idéal pour respecter non seulement le mouvement perpétuel du liquide, qui est le mouvement brownien, mais également nous permettre de garder les constituants du vin qui sont les lies, qui sont réellement ce qui pour moi aussi est essentiel. Alors évidemment, il faut aussi travailler le vignoble, ensuite toute la vinification avec des produits naturels, faute de quoi on est obligé de filtrer et puis d'éradiquer tout cela, donc ce n'est pas le but. Le but étant réellement de garder tout cela le plus longtemps possible. Alors évidemment, on ne voudra pas avoir des vins opaques, même si j'apprécie les vins non filtrés. Mais enfin, au fil du temps, on s'est rendu compte que lorsque les vins issus de raisins et de mous qui sont équilibrés et bien faits, eh bien, on n'a absolument plus besoin d'utiliser des produits autres, à savoir aucun intrant. Et ça, c'est fondamental pour moi. Donc, voilà pourquoi ces récipients ovoïdes, tels qu'on peut appeler amphores ou œufs, sont apparus chez nous, dans les années 2005 déjà. Et nous avons fait des essais sur différents blancs et rouges, en particulier les cépages aromatiques, tels que Sauvignon blanc, Kerner ou Riesling, nous conviennent parfaitement. Et on s'est rendu compte qu'on a une dynamique qui est très intéressante. Ça apporte une forme de minéralité, on comprend mieux justement ce qui se passe dans nos terroirs. Et au fil du temps, maintenant ça fait bientôt 12, 13 ans que l'on travaille comme cela. Et j'ai l'impression que nos vins gagnent en énergie, gagnent en typicité. Alors c'est pas meilleur, c'est différent. Mais c'est pour moi très important. Et puis on a cette même dynamique ensuite qu'on retrouve avec les fûts. Alors ce qui est drôle, c'est que certains prescripteurs, quelquefois, m'interpellent en me disant « Mais vous travaillez vos cépages bordelais à la bourguignonne ?» Je dis « Oui, tout à fait. » Donc on utilise des fûts bourguignons, des pièces bourguignonnes. Nous utilisons la même dynamique. Et c'est pourquoi on a nos vins rouges, qui ont des tanins peut-être plus suaves, plus souples, plus ronds, et qui permettent finalement d'avoir des vins qui s'apprécient un petit peu plus vite dans le temps, sans toutefois tomber dans le schéma où les vins sont trop faciles d'accès. Alors, dans toute cette réflexion, pourquoi m'être lancé dans
cette forme de travail des sols, cette philosophie dans le mouvement finalement de la ligne de quelques collègues que j'apprécie beaucoup, qui sont justement rentrés dans cette forme de travail naturel. Eh bien parce que c'est pour moi une évidence, j'étais sensible à... Mon corps d'ailleurs réagissait très fort suite à certains produits que les générations précédentes utilisaient, si bien que j'ai opté aussi pour cette forme non seulement une forme de travail, mais c'est aussi une forme de vie également. Ça paraissait évident. Et puis aussi pour le respect de mes collaborateurs et puis bien sûr de mes clients. Alors je ne suis pas intégriste au point d'être totalement biodynamique pour plusieurs raisons. Parce que le vignoble est relativement grand. Donc j'ai la chance d'avoir 15 hectares en propriété. Et il est vrai qu'on élabore une quinzaine de vins avec 15 collaborateurs, tout compris, donc feuilles, vendanges compris. Mais c'est pas tout petit, donc il a fallu trouver une dynamique qui soit cohérente pour, dès le moment où on commence, eh bien, on réussisse à faire le travail dans sa globalité. Notre domaine, vous le voyez peut-être, est composé de pratiquement 10-11 000 pieds hectares, donc c'est pratiquement une dynamique qui ressemble au vignoble bourguignon, donc un grand nombre de ceps au mètre carré. Ça signifie des écartements relativement étroits et les raisins sont relativement bas. Ce qui fait que pour la gestion du sol, c'est tout sauf évident. Nous n'avons pas encore résolu tous les problèmes. Je crois qu'on ne les résoudra jamais tous, et heureusement, quelque part. Mais on tend à finalement avoir quelque chose, aujourd'hui, une dynamique qui nous convient bien. Donc je ne suis pas totalement biodynamique, mais dans une philosophie naturelle où j'utilise des huiles essentielles, même si ça peut paraître un peu particulier. Mais enfin, la lavande, l'orange et le citron sont souvent utilisés au domaine, et j'avoue que ça sent bon. Et c'est d'ailleurs une des choses qui a interpellé les personnes qui travaillent avec nous, parce que je n'ai pas que des messieurs, mais aussi des dames, et notamment aussi ma maman qui m'a dit, mais maintenant, quand tu traites, j'aime bien, à l'époque, je détestais cela. Alors vous voyez, c'est des petites choses qui font avancer les choses. Donc nous utilisons effectivement des huiles essentielles à base d'agrumes, notamment orange et citron, ainsi que de lavande pour traiter nos vignes. Nous utilisons également le soufre fleur, le soufre mouillable également, et puis différents types de cuivre, même certains liquides, qui sont même systémiques, qui permettent justement à la plante de véhiculer ce cuivre sous différentes formes et différentes matières actives. Ce que je voulais dire également, c'est que je ne fais pas partie, j'ai aucun cahier des charges, et j'avoue que pour l'instant, ça me permet de mieux comprendre ce qui se passe au niveau non seulement du terrain, mais également dans l'air et du cosmos. C'est fondamental. On essaye également d'adapter cette même philosophie au niveau du chai, ce qui n'est pas toujours simple, mais quoi qu'il en soit, on apprend, et j'avoue que c'est extrêmement intéressant et passionnant. Mais rassurez-vous, je ne le fais pas seul. J'ai aussi la chance d'avoir une dynamique de collègues vignerons suisses et français, et italiens d'ailleurs, qui travaillent un petit peu comme moi. Il est vrai qu'ensemble, on est encore meilleur. Alors, domaine grand cours, pourquoi, me direz-vous? Eh bien, lorsqu'il a fallu trouver un nom, parce que notre domaine existait certes au niveau du cadastre, mais il n'avait pas vraiment de nom, je n'ai pas voulu mettre mon nom de famille en évidence. Alors je me suis caché, j'ai essayé de trouver un autre nom que Pellegrin. Alors c'est vrai que ça devient plus intime, il est vrai, c'est une chose que je n'ai peut-être jamais évoquée, mais en réalité, je me suis plongé dans les plans de la maison, des archives de l'époque, et puis c'est là que j'ai découvert que la grande cour existait, à savoir entre les bâtiments. Mon arrière-arrière-grand-père avait pu acquérir l'ensemble des biens, parce que tout n'était plus
ensemble, en fait. Il y avait différentes propriétés qui avaient été morcelées en son temps, entre 13 et 1500. Vous pouvez imaginer, c'est extrêmement vieux. C'est une très, très vieille bâtisse, d'ailleurs, dans laquelle j'ai la chance de vivre et d'évoluer, somme toute. Et, et quand j'ai vu noir sur blanc grand cours, la grand cours, je me dis, bah, tiens, ça pourrait être un excellent prétexte et paravent pour moi de nommer mon domaine comme cela. Et si bien que finalement, domaine grand cours aujourd'hui, cela fait déjà un certain nombre d'années, en 94, avait été déposé sous cette forme-là, avec les armes et les armoiries Pellegrin. Et il est vrai que pendant, là aussi, un certain temps, certains des vins étaient baptisés Pessy, donc comme le nom du village, mais là aussi, au fil du temps, les AOC Genève ayant disparu, il a fallu que j'ôte progressivement le nom d'AOC Pessy au profit d'AOC Genève, si bien qu'au fil du temps, mon nom est apparu sur les flacons. Mais c'est le regard des autres qui m'a fait comprendre certaines choses. Et des personnes que je ne citerai pas, mais qui sont connues dans le monde des médias, du sport, ou même dans le monde horloger, m'ont stipulé que j'avais un nom magnifique, que je devais mettre en évidence et puis en être fier. Et pour moi, ça n'a pas été simple. Mais dès le moment où la première fois le nom est apparu sur une bouteille, sur une étiquette, un restaurateur très connu, non loin, un poney dessus, m'a dit, ben écoute, aie un peu confiance en toi, regarde, amène-moi le nombre de flacons qu'il faut pour en mettre suffisamment sur chaque table, et puis regardons ce qui se passe. Et puis dans son bel établissement de Châteauvieux, eh bien on s'est rendu compte que les gens, la clientèle s'est ruée sur les flacons sans même les connaître. Donc c'est QFD, et ça n'a pas été la seule personne qui me l'a dit. En l'occurrence aussi, le maître de la voile, le Suisse, me l'avait d'ailleurs gentiment évoqué à l'oreille, en me disant, ben, si tu persistes dans cette voie, tu verras, les choses devraient se faire presque toutes seules. Ce qui n'était pas tout à fait le cas, mais en l'occurrence, ça m'a grandement facilité les choses pour le rayonnement des produits. Donc voilà pourquoi le nom Pellegrin aujourd'hui figure pratiquement partout sur les étiquettes. Alors Grand Cours finalement il figure au corps, mais c'est plus devenu une raison sociale. Pardon. Les rencontres, bien sûr, elles ont commencé relativement tôt. À l'école, déjà, la graphiste qui fait mes étiquettes était une amie. Nous avions l'équivalent d'11 ou 12 ans. Et puis, voisine, donc, au cours, sur le même pupitre, me disait, ben, toi, un jour, tu seras vigneron. Et puis moi, je te ferai tes étiquettes. Et puis c'est toujours le cas. C'est une illustratrice très connue aujourd'hui à Genève, d'origine italienne, ce qui fait qu'elle a cette touche, ce style, la linea, comme on dit, qui m'a été aussi fort utile. C'est d'ailleurs elle qui a poussé également pour que je me positionne avec mon nom de famille sur les flacons. Ça n'a pas été une mince affaire, je peux vous dire. C'était presque un duel et presque un conflit de couple, mais enfin, c'était assez étonnant et drôle. Et ça pour dire aussi que si je suis dans ce métier, c'est grâce ou à cause de la jante féminine. C'est elle qui m'a interpellé, c'est elle qui m'a fait découvrir le monde du vin différemment. Alors j'ai peut-être aussi acquis cette fibre, notamment sur les bancs d'école à Changin, avec Marie-Thérèse Chapa, qui est une très grande amie, avec qui on partage aussi beaucoup de choses dans le monde de la vigne et du vin. Et encore tout récemment, avec des amis, nous avons goûté un magnifique Riesling de la Narre, qui est Donhof, Spätlese, qui a été un moment magnifique et magique. On a évoqué des moments difficiles, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure, l'oïdium ou le milieu fait partie de notre vie de vigneron, et lorsque la pression est forte, eh bien, il s'avère quelquefois qu'on essuie quelques aléas, quelques déboires. Mais ça fait partie du monde de la vigne et du vin, et les risques sont au quotidien, et vraiment, on doit vivre avec, et on doit accepter qu'on perde de temps à autre une partie de nos récoltes. D'autres personnes qui m'ont aussi marqué, il était question aussi que je participe il y a quelques années à la présentation du millésime de Genève,
Et puis une marraine assez exceptionnelle, une actrice française était présente. C'était elle, donc, la marraine du millésime. Et puis, un peu par hasard, une anecdote drôle, au moment où je devais partir sur le lieu, eh bien, un orage éclate, et puis un téléphone, et mes gars à la vigne me disent venez voir ce qui se passe, on a un souci, donc je mets mes bottes, alors je vais à la vigne, et puis ensuite je me suis rendu directement au château à proximité pour la présentation du millésime. Évidemment, j'avais toujours mes bottes. Ça aussi, c'est une des caractéristiques, comme mon chapeau sur la tête, bien souvent. Aujourd'hui, c'est pas le cas, il fait bon. Mais... Et puis, la personne dont je parle, justement, m'avait déjà repéré, parce que j'étais le seul vigneron qui avait ses bottes ce jour-là. D'ailleurs, je les avais troquées par la suite pour mes mocassins. Mais en fait, c'est pourquoi et comment, finalement, Madame Carole Bouquet m'a reconnu parmi les 100 vignerons qui étaient présents pour la recevoir. Et par la suite, j'étais invité à une de ses représentations à Genève, parce qu'elle aime bien venir dans notre cité pour, pour justement, en l'occurrence, présenter une pièce au théâtre de Poche. Et après coup, nous avons eu la chance, mon épouse et moi, de partager le verre de l'amitié avec un Auxerrois du domaine, millésime, je me souviens plus très bien, je crois que c'était 2013 ou 2014. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les millésimes se suivent mais ne se ressemblent pas. Alors commençons peut-être par le millésime le plus difficile, 2013. Millésime de grêle, mais aussi millésime où le soleil, somme toute, a fini par réchauffer nos collines verdoyantes qu'en début juillet, a été un millésime très tardif et nous a posé beaucoup de questions et beaucoup de difficultés. Si bien que après les vinifs, même pendant les vinifs, on était déçus, on avait beaucoup d'acidité, on avait des rendements heureusement relativement faibles. Ce qui ce qui nous a sauvés, c'est probablement c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est cette grande quantité de pieds à l'hectare, et c'est cette concentration, non seulement en acidité, mais en parfum, et puis en goût. Et même sur un millésime compliqué, avec du recul, parce que sur le moment, j'étais franchement mécontent, et même si je suis un éternel insatisfait, avec de la distance, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a fait de très beaux blancs. Étonnamment, de très très beaux blancs. Les rouges, je suis un petit peu plus sévère. C'est des rouges qu'on devra attendre assez longtemps pour que les tanins se fondent, comme 2001 l'a été, 99, et puis peut-être 94, mais au-delà, je ne vinifiais pas. Donc c'est plus difficile de l'évoquer. Et puis, alors, les millésimes, là aussi, qui nous ont fait souci, mais qui se sont révélés comme étant des millésimes extraordinaires, c'est 2010 et 2012, des millésimes frais, pas froids, mais frais, où là, en l'occurrence, on a une très belle dynamique, une précision du fruit, et puis des alcools très très bien gérés. Et finalement, on a un équilibre qui est splendide. Et les millésimes faciles, entre guillemets, comme 2000, 2005, 2009, 2011 ou 2015, sont certes bons, mais trop simples et trop faciles. Donc je préfère quelque part la difficulté. Donc 2016 se profile là aussi comme étant un millésime frais, donc très sympathique. Et 17, très compliqué parce qu'on a gelé pratiquement sur 45% de la surface et on a associé les deux. Et finalement, 2017, où là on n'a pas gelé, on a un beau millésime, une belle dynamique, très bel équilibre, mais un millésime plutôt chaleureux. Et là où on a gelé, on a beaucoup de concentration, on a du retard dans la maturité, mais l'association des deux crée un dynamisme et une énergie incroyable, ce qui fait que 2017, somme toute, est pour moi, un grand millésime. Donc difficile de répondre à une question lorsque nous avons tant de choses à évoquer, notamment par rapport à ces millésimes. La plus belle bouteille était
lié à plusieurs choses. Je l'ai évoqué tout à l'heure, en compagnie de... C'était déjà Marie-Thérèse Chapin, mais il y avait aussi Benoît Lorsa et d'autres amis du monde du vin, chez un passionné du vin. Franchement, une cave incroyable, une personne phénoménale. Lui est allemand, chercheur, physicien, elle est cuisinière, petite bonne femme, aussi chercheuse en physique. Et ces gens ont hérité d'une cave phénoménale. Et de temps à autre, nous avons la chance de participer à des dégustations. Et ce jour-là, c'était un 45. Ça devait être un Claude Tard, si ma mémoire est bonne. C'est pas seulement le vin et l'année qui étaient extraordinaires, c'était déjà la couleur et la texture du produit qui, pour moi, me rappelait plus mes fouilles archéologiques. Et cette couleur dont je parle était déjà un carmin, mais déjà vieilli, violet et presque poudré, qu'on aurait pu étendre sur une feuille de buvard. L'odeur également m'interpellait parce que je l'avais reconnue. C'était aussi une odeur que j'avais découvert dans mes souvenirs archéologiques, lorsqu'on avait ouvert un tombeau d'une dame de grande importance à l'époque, à Saint-Gervais. Et tout ça pour dire que le vin, c'est pas que le goût, c'est pas uniquement son histoire, mais c'est aussi un rapport avec un souvenir très fort qui nous interpelle. Et évidemment, il a fallu le boire très vite. Je vous le dis, c'est comme on découvre quelque chose, c'est de l'instantané. Un vin, en tout cas surtout pas le carafé, il faut le découvrir, il faut le sentir, l'humer, et puis le boire. Généralement, je déguste en crachant, mais là, non. Là, c'était impossible. C'était un vin de méditation, certes, mais qui va bien au-delà. Et aujourd'hui, quand je pense et que je réfléchis Pinot, eh bien, je pense à ce moment. Et c'est comme ça que j'essaie de me projeter dans le futur. Et d'ailleurs, la manière dont nos collègues de la Romanée Conti travaillent les Pinots, c'est tout à fait dans cet esprit. Et c'est tout simplement remarquable. Alors, en termes d'avenir, il y a aussi une chose que je pourrais évoquer, c'est... En fait, on fait du vin pour se faire plaisir, mais là où c'est fondamental, c'est de faire plaisir aux autres. Le vin, c'est cela. Cet échange, et puis j'ai la chance d'avoir 2 enfants qui m'ont fait découvrir finalement le monde encore d'une autre manière. C'est véritablement un miroir. Et lorsqu'il a fallu leur faire découvrir le monde du goût, des odeurs, j'ai pris un immense plaisir. Et j'espère d'ailleurs qu'eux également ont pris cette perche que je leur ai tendue. Si bien qu'ils ont grandi aujourd'hui, une bonne vingtaine d'années tous les deux. Et je ne sais pas si un jour il y aura, somme toute, d'autres générations de pèlerins sur ces terres, mais en tout cas, dans le monde des études qu'ils ont entrepris, non seulement ils ont respecté toute ma démarche, mais ils l'ont sublimée à leur manière. Car ils ont fait tous les deux des travaux de maturité sur les vins, et ça m'avait été complètement caché dans un premier temps, parce que, m'ont-ils dit, malgré moi, j'ai créé quelque chose qui a peut-être dépassé un certain cadre. Et ça peut faire peur, certes. Mais quoi qu'il en soit, ce serait mon plus grand rêve. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai accepté de reprendre une autre exploitation, l'exploitation voisine, qui comporte également une quinzaine d'hectares, où là, tout reste presque à faire. Donc, le vignoble de demain, qui est déjà un peu le vignoble d'aujourd'hui. J'essaie de satisfaire la curiosité des clients qui nous sont proches, mais aussi ceux qui sont plus éloignés. Et c'est pourquoi peut-être
il y a tout un travail et un projet qui peut aller dans ce sens. Un de mes enfants m'a dit d'ailleurs, j'ai envie de me rapprocher de toi en allant faire un stage au Beau Rivage dans la sommellerie. Donc il a eu la chance d'être imprégné dans cette extraordinaire cave. Et là, de nouveau, on retombe dans le monde de l'histoire et de l'archéologie. Et somme toute, lorsqu'il me faisait un texto en me disant « Papa, j'ai un flacon à plus de 6 000 euros dans les mains, que dois-je faire? J'en tremble. » Et bien, je dis « Écoute, ne t'encouble surtout pas, et puis fais ton travail. » Mais enfin, quoi qu'il en soit, tout ça pour dire qu'il y a une dimension encore autre. Et lorsque je vois la nouvelle génération accompagnée de leurs amis, de leurs professeurs, et des parents et des grands-parents de leurs amis, arriver au domaine dégusté lorsque nous faisons nos dégustations et nos présentations des vins 2 fois l'an, et j'avoue que moi, ça me réjouit infiniment. La suite, on le verra. On ne peut pas tout écrire. Il faut du temps au temps. Donc, évidemment, je goûte. C'est plus facile pour moi, vu que j'ai le verre devant moi. Mais le parfum m'évoque non seulement les fleurs blanches, mais également ce subtile association entre l'élevage du bois et le fruit du raisin, mais aussi son terroir et toute son histoire. Après, c'est un vin qui évoque pour moi plein de choses. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, enfant déjà, j'allais en Bourgogne 1 fois par année avec mes parents, mon papa en particulier, pour aller chercher des pièces détachées sur les tracteurs enjambeurs que nous avons encore à Meursault. Il y avait aujourd'hui une usine qui n'existe plus, mais à Meursault qui fabriquait des outils pour travailler les vignes. Et finalement, chaque année, on y allait, et c'est comme ça que j'ai appris à percevoir le climat, les paysages, mais aussi les goûts, parce qu'on allait goûter dans les caves, et on allait toujours manger dans une belle auberge qui est juste à côté. Et au nez, j'ai un peu ces souvenirs, mais j'ai aussi cette écorce du fruit que donne le noisetier, donc la noisette, la partie extérieure de la noisette, un peu cette partie qui évoque ce côté séveuse, qui évoque la caractéristique de la peau du fruit qu'est la noisette. Et ensuite de quoi il y a un côté un peu gras qui évoque le beurre un peu citronné qu'on a également, qu'on retrouve dans ce vin. Et bien sûr, cette note boisée qui est présente, mais pas trop. Un léger fumé qui est juste là pour asseoir finalement ce nez qui pourrait presque être un peu exubérant. Et puis en bouche, c'est un vin qui est somme toute relativement jeune, mais sur un millésime 2015 qui est un millésime très séveux, mais déjà très opulent. Il est déjà prêt à boire, mais il y a cette acidité, il y a cette vivacité qui est présente, qui permettra justement au vin de grandir, de vieillir. Il est encore un peu un bébé, il est encore un petit peu sur la réduction, ce qu'on retrouve dans certains terroirs en Bourgogne.
Alors, vous dire à quel terroir bourguignon il ressemble, je ne le ferai pas. Je prétendrai plutôt qu'il ressemble au terroir de Genève, au terroir de Pessy en particulier. Mais il est vrai qu'on a une ressemblance, une touche avec nos voisins bourguignons. N'oublions pas que Genève était sous l'emprise du comté de Bourgogne. Les Bourgondes étaient présents et je crois que Genève en faisait partie. Donc quelque part, on a aussi un petit côté bourguignon dans notre passé. Donc c'est aussi très intéressant d'en parler. Donc après, ça sera vous qui serez juge de ce vin. Voilà. Alors effectivement, la grande question, où pouvons-nous trouver nos vins? Et il est vrai que c'était un moment pas évident, et c'est pourquoi, sur le plan suisse, Swiss Wine a été créé. Il existait sous différentes formes, mais il était en fait en état de dormance. Alors bon, on aurait pu aussi appeler vin suisse, vin Schweizerliche, on peut parler aussi en italien, hein, la Suisse, là, on peut aussi parler de cela, mais enfin bon, c'est Swiss Wine qui a été mis en évidence, et il est vrai que dans les premiers temps, il se dit mais il faut qu'on montre qu'on existe. Donc nous sommes allés à Londres, à Paris, à New York, effectivement, nous montrer qu'on existait avec une délégation d'une dizaine de vignerons. Et après, effectivement, on nous a aussi posé des questions, mais quant à la commercialisation, comment ça allait se passer? Alors déjà, c'est pas toujours simple, mais maintenant des choses se mettent en place. Est-ce que à mon avis, c'est bien pour le vignoble. Il faut que nos politiques nous croient encore davantage. Il y a encore un gros travail à faire à ce niveau-là. Le tourisme aussi était, à mon avis, très important pour que notre image puisse être véhiculée au-delà de nos frontières. Si bien que maintenant, après ce travail, il y a déjà 2 ou 3 ans, des prescripteurs, des gens qui nous viennent de l'extérieur, commencent à s'intéresser à nous. Donc, nous avons participé à des dégustations, des pointages, les notes, les fameuses notes, dont on parle beaucoup ou peu, qui peuvent être bien interprétées ou moins bien, tout dépend. Ça a été un bel exercice pour nous, mais on était bleus, on était tout jeunes. Il a fallu aussi qu'on apprenne à communiquer par rapport à cela. Si bien qu'aujourd'hui, on commence à exporter nos produits aux États-Unis, en Belgique, en Hollande, dans les pays du Nord. Les choses se mettent en place. Ça sera long, c'est long. Quelques enseignes. Souvent, c'est des maisons qui sont relativement plus grandes que moi, qui ont plus de rayonnement, qui ont aussi plus de moyens, qui se sont déjà positionnés avec des vins de manière réelle. Aujourd'hui, c'est dans le cadre de mes propres produits, c'est plus d'image et quelques produits qui commencent à véhiculer. Ça veut dire aussi changement d'étiquetage, ça veut dire aussi on doit s'adapter aussi à certains pays. On ne peut pas comme ça commercialiser les vins qui sont étiquetés forcément de cette manière. Et puis aussi, il faut exporter les meilleurs produits qui soient. Il ne faut pas exporter des produits dont on ne veut pas. Et ça, c'était le gros souci des vins suisses de toutes ces dernières années. Donc là encore, on a encore un immense travail, mais qui est sur bonne voie. Et puis surtout, c'est un travail d'équipe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. L'équipe de la mémoire, l'équipe, ceux qui ont été plébiscités, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, on essaye ensemble de construire quelque chose, de construire l'avenir, qui sera long, c'est certain, mais il est vrai qu'on a des exemples extraordinaires autour de nous. Les vins autrichiens, les vins allemands, italiens, espagnols et français font des choses extraordinaires, et la dynamique qu'ils occasionnent autour d'eux nous permettront aussi de nous hisser avec eux sur les plus belles tables qui soient, je l'espère en tout cas. Voilà.